Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter aujourd'hui un conte de Agathe Célérette, des bonbons ou un sort. Très belle écoute à tous. Je déteste Halloween. C'est ce qu'Aurélie Stinger s'est répété toute la journée. Je hais cette fête commerciale importée des États-Unis, pur produit de la mondialisation. A-t-elle grincé entre ses dents en tentant désespérément d'éviter une énorme citrouille que les jumeaux lui avaient réclamée à Intermarché et qu'elle avait eu la faiblesse d'acheter, pour se retrouver couverte de projections oranges à essayer de sculpter un visage grimaçant dans un légume dur comme de la brique, avec un couteau manifestement pas adapté à cet usage. Après avoir failli 2 fois se le planter dans la main, elle a renoncé à faire les trous pour la bouche et le nez, a placé 3 bougies chauffe-plat à l'intérieur de la citrouille et l'a posée sur les marches devant la maison. Le résultat n'est pas terrible, surtout comparé à la débauche de décorations qui ont envahi le jardin des voisins. Toiles d'araignée en pagaille, squelette grandeur nature devant la porte, fantôme accroché à une branche du figuier, et même un cercueil entr'ouvert laissant échapper de la fumée. Ta jack-o'-lanterne ne ressemble à rien, et tu n'as rien d'autre à mettre devant la maison pour fabriquer un décor d'épouvante. Heureusement, les jumeaux, tout à leur déguisement, n'ont pas encore remarqué la catastrophe cucurbitacée. Il ne te reste plus qu'à trouver des idées originales de plats à base de citrouille, soupire-t-elle devant les 3 kilos de morceaux orange éparpillés sur le plan de travail. Soupe à la citrouille, purée à la citrouille, tarte à la citrouille, gratin à la citrouille. Elle fait défiler sur sa tablette les recettes proposées sur Internet. Hausse un sourcil sceptique en découvrant la pizza citrouille, épinards et bacon. Comment dégoûter à jamais les enfants de la pizza? Remarque, c'est une idée, elle soupire. Je déteste la citrouille en fait, et je déteste Halloween. J'ai toujours détesté cette fête à la noix, cette angoisse tous les ans, que des mauvais souvenirs. Surtout cette fois-là, il y a 20 ans. Elle était à peine plus âgée que les enfants. Une cavalcade dans l'escalier annonce l'arrivée des jumeaux Hector et Octavie, 8 ans, 4 mains collantes recouvertes d'une substance indéterminée rouge et gluante. 2 bouches qui s'écrient en chœur « Maman, tu peux nous aider à nous maquiller ?» Hector et Octavie, ces 2 petits monstres, ces 2 amours, qui lui montrent fièrement leur déguisement. Elle a choisi d'être une diablesse, mais elle préfère dire une diablette. Lui d'être un zombie, comme dans Walking Dead. Comment connaît-il cette série? Où a-t-il pu la voir? Ce n'est pas de son âge. Aurélie a renoncé à avoir la réponse à cette question. Depuis qu'elle est maman, elle a renoncé à beaucoup de choses. Il avait fallu fabriquer les déguisements. Tous les magasins avaient été dévalisés quand elle s'était avisée qu'il fallait faire des courses ce matin. Il ne restait plus que des masques Donald Trump. Cela dit, c'était vraiment terrifiant, mais les enfants n'avaient pas été convaincus. Du coup, déguisement maison. Pour sa petite diablesse de fille, elle avait pris le tutu noir du dernier spectacle de danse. Des collants rouges un peu petits, mais en tirant dessus, ça ira très bien, ma chérie. Et un sous-pull rouge de ski.
Octavie voulait mettre un débardeur, mais Aurélie s'y était farouchement opposée. « Tu as vu le temps? C'est hors de question que tu vas prendre froid. » Elle lui avait fabriqué des ailes dans du papier crépon noir et attaché à un serre-tête des cornes découpées dans une boîte à chaussures rouge. Au final, le résultat n'est pas si mal, même si l'aile droite a tendance à retomber piteusement. Elle replace l'épingle à nourrice un peu plus haut et le tour est joué. Tu t'en es plutôt bien sorti et pourtant tu es nul en travaux manuels. Hector fait aussi un zombie tout à fait acceptable, avec son pantalon de maison, initialement déjà tout plein de taches et de déchirures, et un vieux t-shirt de pierre qu'Aurélie a découpé au ciseau après l'avoir frotté avec de la terre pour le salir. De toute façon, je crois qu'il ne le met plus, celui-là. Puis il n'a qu'à être là, au lieu d'avoir ce déplacement de 4 jours au Japon, juste au moment d'Halloween. C'est toujours la même chose. C'est toujours moi qui dois tout gérer. Mon boulot à moi, il passe après. Aurélie a une pensée pour son roman, bloqué au chapitre 7, que son éditeur lui a encore réclamé pour la semaine prochaine sans faute. Ton roman au point mort depuis la rentrée. Trop de choses à gérer. Pincement au ventre. Tu y penseras plus tard. La substance gluante et vermillon s'avère être le faux sang qu'elle a eu la bonne idée d'acheter ce matin avec la palette de maquillage spéciale Halloween. Elle vient de tacher son pull en mohair, super. Il est probablement fichu. Elle s'évertue à étaler artistiquement le liquide sanguinolent sur le t-shirt et le pantalon d'Hector et à créer des dégoulinures réalistes au coin de sa bouche. « Dépêche-toi, maman, les autres vont bientôt arriver. »« Dépêche-toi, maman », une phrase qui résume toute ma vie. Le maquillage est presque terminé. Cernes charbonneux et araignées sur la pommette. Quand Octavie se met à lui réclamer, de sa petite voix perchée et impérative, le rouge à lèvres luxueux que Pierre lui a offert pour la Saint-Valentin l'an dernier. Une folie d'autant plus qu'elle n'en met jamais. Pourquoi faire? Mais c'est le geste qui compte. S'il te plaît, maman chérie d'amour, prête-le-moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Aurélie cède de guerre lasse et regarde sa fille, les lèvres lis de vin, faire des mines devant le miroir, tout en mettant la touche finale au déguisement de son fils. Un faux couteau très réaliste qui a l'air de lui transpercer le cou de part en part. « Et toi, maman, en quoi tu es déguisée ?» Coup d'œil à son reflet. Jean, pull mohair bleu avec des traînées de faux sang, cheveux en pétard et cernes sous les yeux. « En sorcière, ma chérie. » La maman sorcière qui va passer son balai dans la maison pour enlever toutes les traces de terre que les jumeaux ont laissées en rentrant des courses. « Il est où ton chapeau alors ?»« Les sorcières, elles ont un chapeau. »« Mais il est là, regarde, je le mets. » Oui, il est là en feutre noir, antique et biscornu. Mon vieux chapeau de sorcière, improbable cadeau de cet horrible jour d'Halloween quand elle était petite. « Maman, il est trop beau, tu me le prêtes? Dis oui, dis oui, dis oui. » Ça n'en pas question. Pour une fois, Aurélie ne cédera pas. C'est mon déguisement. D'ailleurs, tu as ton serre-tête, tu ne pourrais pas le mettre. L'argument est imparable. La petite renonce d'autant plus facilement que la sonnette retentit. Ça y est, ils sont là. Les enfants se précipitent à la porte, devant laquelle se tiennent un fantôme, une vampire et un bûcheron. Mehdi, Louane et Alexis, les enfants des voisins. Superbe ces déguisements, vous faites vraiment peur. Elle est terrible ta tronçonneuse, Alexis. Tu es déguisée en quoi? Bah, en tueur de massacre à la tronçonneuse, maman. Tu ne l'as pas reconnu.
Ne pas demander comment Hector connaît ce film, tu ne veux pas savoir la réponse. Des bonbons ou un sort. La petite troupe braille en chœur et Aurélie se précipite vers le saladier qu'elle a rempli à ras-bord de têtes brûlées, sucettes oranges, yeux en sucre, serpents en gélatine, araignées en réglisse, tout un tas de bestioles dégoûtantes et acidulées qui brûlent la langue et font la joie des enfants. Elle en met une poignée dans chacun des 5 sacs plastiques tendus vers elle. Octavie râle parce qu'elle n'a pas eu de dents de Dracula goût fruits rouges. J'en veux, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Aurélie, fatiguée et agacée par cette course contre la montre qu'a été sa journée, ces demandes incessantes des jumeaux, cette effervescence qu'elle perçoit dans les rues sombres du village, cavalcade hurlante d'enfants surexcités, à qui il va falloir ouvrir la porte toute la soirée. Aurélie dit non, maintenant ça suffit. La tête de sa fille, habituée à ce qu'on cède à tous ses caprices, qui lui dit « Puisque c'est comme ça, je te jette un sort », et après un geste mélodramatique avec ses bras, lui tourne le dos, prête à se lancer dans la ruée nocturne vers les bonbons. « Bonne chasse, les enfants, et surtout vous restez bien ensemble. » Ils ne l'ont pas écouté. Se sont déjà jetés sur la sonnette de la maison voisine avec des hurlements. Il faudra penser à prendre un rendez-vous chez le dentiste le mois prochain, se dit Aurélie fataliste en refermant la porte. Vive Halloween, la fête des caries. Elle est submergée par une vague de désespoir en voyant l'état de la maison, le bazar dans la cuisine et le salon, les jeux, les vêtements répandus un peu partout sur les meubles et par terre, son film d'horreur à elle. Elle découvre un baiser en rouge à lèvres sur le miroir de l'entrée, ramasse une chaussette d'Hector qui traînait sur la table basse et entreprend de nettoyer le plan de travail de la cuisine, toujours envahi de morceaux de citrouille. Je n'aurai jamais le temps d'écrire. Comment font les autres mères? Mes enfants ne rangent rien, ils ne m'écoutent pas. Mon mari n'est jamais là. Ma maison est une porcherie. J'ai une tête à faire peur et je n'arrive pas à trouver un moment pour finir ce roman qui de toute façon est totalement inepte. Ma pauvre fille, ta vie est vraiment minable. Ils sont loin tes rêves d'enfant. La grande écrivaine dont le monde s'arrachera les livres. Tu parles. Pour se donner du courage, elle se verse un grand verre de whisky, celui que Pierre garde précieusement, ne s'en servant qu'un petit fond dans les grandes occasions. Elle hume l'odeur de tourbe, de fumée, de terre mouillée. L'alcool lui brûle la gorge. Elle tousse et manque de s'étouffer, mais se resserre un verre. Elle est un peu étourdie déjà. C'est vrai qu'elle n'a quasiment rien mangé aujourd'hui. Alors elle se prend 4 rats en guimauve dans le grand saladier et observe son corps qui s'engourdit doucement. Ça va un peu mieux. L'angoisse d'Halloween s'estompe peu à peu dans les vapeurs d'alcool. Elle enlève ce chapeau miteux. Il est affreux, mais elle y est attachée, sans savoir vraiment dire pourquoi. Il est lié à de mauvais souvenirs, mais elle n'a jamais pu se résoudre à le jeter. C'était Halloween, comme ce soir, mais il y a 20 ans. C'était la première fois qu'on le fêtait au village. Sa grand-mère ne savait même pas ce que c'était cette fête. Elle n'arrivait pas à dire le nom en prenant ses mesures pour la robe de sorcière qu'elle lui avait faite. « Allô, quoi déjà, chérie ?» Elle était belle, cette robe, toute noire, avec une grande capuche, une jupe très longue avec de la dentelle en bas et un bustier lacé. Sa grand-mère était couturière avant. Elle avait pris un morceau de bois flotté et y avait entrelacé des rubans noirs et oranges pour faire une baguette magique, et avec un cône de carton qu'Aurélie avait peint en noir, elle avait fabriqué le chapeau. Le déguisement était magnifique,
Mais la soirée avait été atroce. Elle s'était terminée aux urgences. C'est pour ça qu'une dame lui avait donné ce vieux chapeau en feutre pour la consoler. Une infirmière, je crois. Elle ne sait plus. La sonnette la fait sursauter et elle titube un peu en allant ouvrir. Le saladier à la main et le chapeau sur la tête. Il faut bien jouer le jeu. Devant elle se tient une petite fille brune avec des lunettes déguisées en sorcière. Des bonbons ou un sort. Elle prononce la formule rituelle, mais elle a l'air un peu triste. Elle porte une magnifique robe noire avec une grande capuche, un bustier lacé et une jupe très longue avec de la dentelle en bas. Elle a un chapeau en carton et une baguette magique en bois flotté décorée avec des rubans. Ce sont les lunettes qu'Aurélie reconnaît en premier, ces affreuses lunettes d'écaille dont la branche droite cassée avait été rafistolée avec du scotch par son père. Après, c'est la robe. Il n'y en a pas deux pareilles. Avec ce lassage et cette dentelle, c'est sa grand-mère qui l'a faite. Elle ne peut pas se tromper. Elle n'en croit pas ses yeux. Cette petite fille qui se dandine sur ses pieds devant elle, avec son sac en plastique plein de bonbons, porte la robe que sa grand-mère lui avait faite et qui doit être rangée quelque part dans le grenier chez sa mère. Et les lunettes que son père lui avait réparées et qu'elle avait jetées à la poubelle quand elle en avait enfin eu des neuves. Aurélie s'en souvient très bien. Comment cette robe et ces lunettes ont-elles pu réapparaître ainsi 20 ans après? Le visage ne lui est pas étranger non plus. Une petite mine allongée, de grands yeux noirs qu'elle a vus plein de fois sur des photos et dans les miroirs. Elle doit bien se rendre à l'évidence. Cette gamine sur le seuil de la porte a la même tête qu'elle a 10 ans. Mais tu dérailles, ma pauvre vieille, ce n'est pas possible. Aurélie plisse les yeux pour être sûre, mais elle la voit très bien, la petite. Elle est en plein dans la lumière de l'entrée. Est-ce que c'est à cause des 2-3 verres de whisky qu'elle vient d'avaler? C'est possible. C'est forcément une hallucination. Elle referme la porte. Décidément, l'alcool ne réussit pas. Elle n'a pas eu le temps de regagner le canapé qu'on sonne à nouveau. Les mêmes lunettes, la même robe, la même gamine. Encore elle? Aurélie tend la main pour toucher la robe, être sûre qu'elle ne rêve pas. Mais ses doigts reconnaissent le velouté du velours. Tout ça est donc bien réel. Elle devrait être paniquée. Elle devrait hurler et refermer la porte. Mais il y a cet air triste sur le visage de la petite fille. Aurélie l'a reconnue aussi. La mine triste de quelqu'un à qui on a annoncé une mauvaise nouvelle. Elle sait bien d'où elle vient, cette mine-là. Elle a eu la même longtemps, après cet Halloween d'ici, il y a 20 ans. Ses parents lui avaient annoncé le matin même qu'ils allaient divorcer. Alors, les bonbons, ils avaient été durs à avaler. C'est pour ça qu'elle s'applique à avoir l'air normal, ne pas la perturber davantage, cette gamine. Peut-être qu'elle a appris une mauvaise nouvelle, elle aussi. Quand elle lui demande son nom, elle cherche juste à se prouver qu'elle délire complètement à cause d'une ressemblance. Troublante certes, mais restons rationnels, ce n'est qu'une ressemblance. Pourtant, elle n'est pas vraiment surprise par la réponse. En fait, elle est juste étonnée, décontenancée serait plus exact, ou déstabilisée, mais affolée non. L'alcool amortit bien les chocs. C'est simplement une confirmation de ce qu'elle a compris depuis qu'elle a ouvert la porte la première fois. « Je m'appelle Aurélie Stinger, madame. » Cette petite fille a l'air triste, c'est elle quand elle était petite. Les questions qu'elle se pose étrangement, ce n'est pas pourquoi ni comment c'est possible. Non qu'elle ne se présente pas à son esprit, elle se bouscule même, mais elle les repousse. Elle y réfléchira plus tard.
quand elle aura le loisir de le faire. Les questions qu'elle se pose, c'est ce qu'elle doit faire de ça tout de suite, parce qu'il y a urgence. Dans 5 minutes, le temps de remplir son sac de bonbons, la petite fille sera partie. Aurélie voudrait lui expliquer tellement de choses avant, la prévenir, lui donner la chance de ne pas faire les erreurs qu'elle a faites. Une faille dans l'espace-temps lui donne une possibilité de changer la donne. Elle ne peut pas laisser passer l'occasion. Mais comment faire, quoi dire? Ne pas être triste à cause du divorce. Au bout du compte, tout le monde sera bien plus heureux. Ses parents vont rencontrer d'autres personnes qui deviendront ses beaux-parents. Sympa en plus. Bon, sauf sa belle-mère. Une vraie harpie, celle-là. De ne pas trop s'en faire si Maude, la peste de la classe, se moque de ses lunettes. Dans 5 ans, Maude aura le visage entièrement recouvert d'une acné purulente et verra moins sa maligne. De ne pas tomber amoureuse de ce salaud de Théo Prichard, parce qu'il va lui laisser le cœur en miettes et une MST. De ne surtout pas monter en voiture le 1er janvier de ses 20 ans pour rentrer de la soirée du Nouvel An avec sa copine Alice, qui enverra la voiture dans le décor, et elle à l'hôpital pour plusieurs semaines. De ne pas oublier de dire à sa grand-mère combien elle l'aime, parce que le cancer est déjà caché en elle et la ronge, insidieusement, ni vu ni connu, et que dans quelques mois elle ne sera plus là. Quel conseil donner là en 5 minutes? Laisse tomber, elle va te prendre pour une folle. Je vais me prendre pour une folle. Déjà, elle te regarde bizarrement mettre les bonbons un à un dans son sac. Accélère. Mais la laisser partir comme ça sans rien faire. Une chose, quand même. Elle y pense en voyant la large ceinture noire de la robe qui traîne par terre. Elle s'était pris les pieds dedans en courant dans les rues du village il y a 20 ans. S'était cogné la tête contre le bitume. Avait fini la soirée aux urgences avec 3 points de suture. Déjà que la journée avait mal commencé, elle peut au moins lui éviter ça. Attention, regarde, ta ceinture est défaite, je vais te la rattacher. Elle s'applique à lui faire un beau nœud à grosses boucles. Il est magnifique ce costume, qui est-ce qui te l'a fait? C'est ma grand-mère, elle était couturière. Et vous faites quoi comme métier? Ce moment-là, même dans ses pires cauchemars, Aurélie n'aurait pas osé l'imaginer, obligée de rendre des comptes à l'enfant qu'elle a été, pour de vrai. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de nos rêves? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Regard insistant et inquisiteur de la petite fille, elle attend vraiment une réponse. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'écris des livres pour enfants. Regard étonné et panoramique de la petite fille sur le bazar qui règne à l'intérieur du salon. Elle ne devait pas imaginer que la maison d'un écrivain puisse ressembler à ça. Vous avez des enfants? Oui, des jumeaux. Ils ont 8 ans. Alors évidemment, je n'ai pas beaucoup le temps d'écrire, mais je suis sur mon 3e roman en ce moment. Pourquoi se sent-elle obligée de remplir le silence pour se justifier, comme si c'était elle la gamine? Parce qu'elle a peur de lui entendre dire qu'elle fait tout de travers, qu'elle est une mauvaise mère, une épouse minable, une écrivaine ratée, qu'elle a une vie miteuse. La petite hoche la tête d'un air entendu, et sa réponse surprend Aurélie. Je comprends, c'est difficile d'écrire, moi je galère pour les rédactions, pourtant j'aime ça. Ça me fait du bien quand je suis triste de mettre ce que je pense dans mon journal intime, mais ça prend du temps. Et puis il faut être tranquille. C'est normal que vous ayez du mal avec vos 2 enfants. Aurélie a la tête qui tourne un peu. C'est vrai que je mettais un temps infini à écrire le moindre texte. J'avais complètement oublié. Vertige. Cette gamine qui la fixe avec ses grands yeux noirs. Elle ne s'était jamais rendue compte à quel point son propre regard pouvait être déstabilisant. Les paroles suivantes lui parviennent, mais étouffées, comme si elles arrivaient de très loin.
Vous savez, mon rêve, ce serait d'être comme vous quand je serai plus grande, écrire des livres dans une grande maison où je vivrai avec mes enfants. » Elle soupire. Mais ça doit être tellement difficile de devenir écrivaine. Et puis, je ne sais pas si j'aurai la patience de m'occuper d'enfants en même temps. Aurélie s'accroche au chambranle de la porte et ravale comme elle peut les larmes qu'elles sont montées. Des larmes d'incrédulité, de soulagement, de gratitude, des larmes de délivrance. Non seulement cette gamine ne condamne pas ses échecs, non, mais elle la comprend, et même elle l'admire. Ce n'est pas possible. Elle n'a pas le souvenir d'avoir été une enfant aussi indulgente. On n'est pas comme ça à son âge. À son âge, on ne pardonne rien aux adultes. Elle était comme ça, inflexible. Enfin, elle croit qu'elle était comme ça. Pourtant, quelque chose en elle lui murmure que ce discours n'est pas si incohérent. Elle sait bien qu'elle a toujours voulu écrire, et elle a toujours désiré une famille aussi, surtout après avoir appris la séparation de ses parents, histoire de faire mieux qu'eux. N'a-t-elle pas en définitive réalisé tous ses rêves, même imparfaitement? Aurélie se sent à la fois nauséeuse et euphorique. Elle voudrait bien la prendre dans ses bras, cette petite, la serrer très fort contre son cœur, lui dire qu'elle l'aime. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se réconcilier avec soi-même. Mais elle se ravise à temps. Cet enfant va me prendre pour une folle, je vais la traumatiser. Je vais me traumatiser. Il ne manquerait plus que ça. Alors, en rajoutant dans son sac un petit paquet de dragibus, elle lui dit juste ceci: « Ne renonce pas à tes rêves. Je suis sûre que tu deviendras une très grande écrivaine. » Elle aurait bien aimé qu'on lui dise ça, elle aussi, au lieu de lui conseiller systématiquement de choisir un vrai métier, un métier raisonnable, genre dentiste ou prof. Quelle horreur! La gamine tourne les talons avec une moue dubitative. « Au revoir, madame, merci !» et trébuche soudain sur l'énorme citrouille dont les bougies se sont éteintes, devenues invisibles dans le noir. Elle pousse un grand cri et s'étale de tout son long en bas des marches. Aurélie se précipite. « Ça va, tu t'es fait mal ?» La relève, la fait asseoir. Elle a du sang plein le visage et une vilaine estafilade juste au milieu du front. Elle pleure. Sa robe est un peu déchirée, son chapeau est fichu, écrabouillé à côté d'elle, et tous les bonbons ont roulé par terre, hors du sac. « Attends-moi là, ne bouge pas !» Elle court chercher dans la maison de quoi désinfecter la plaie et attrape au vol son portable pour appeler les parents. À aucun moment elle ne se dit que c'est à ses propres parents qu'elle risque de parler. Elle pense juste à l'urgence. Il va sûrement falloir des points de suture, la coupure a l'air profonde. La pauvre, elle va quand même la voir sa soirée aux urgences, tu n'as même pas pu empêcher ça. Elle retrouve la fillette en larmes, toujours assise par terre, avec la voisine, la vieille au chat, qui du seuil de sa porte a dû assister à la scène. « Ne vous inquiétez pas, je la connais. Elle habite juste à côté de chez moi. Je vais la ramener. » Aurélie l'aide à la remettre debout, toute tremblante encore, avec le nez qui coule et du sang sur les lunettes. Elle ramasse, pour le lui rendre, le grand cône noir en carton complètement aplati, et prise d'une inspiration subite, elle saisit son vieux chapeau biscornu qu'elle a gardé sur la tête et le dépose sur celle de la gamine. « Prends-le, je te le donne. Ce sera ton chapeau d'écrivaine, » lui souffle-t-elle à l'oreille. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé après. Elle a dû retourner dans le canapé après avoir refermé la porte. C'est là en tout cas qu'elle s'est réveillée en sursaut après un autre coup de sonnette. Après avoir copieusement rempli les sacs d'un Spider-Man et d'un squelette à chapeau de cow-boy, elle s'est demandé si cette étrange rencontre avec elle-même n'était pas tout simplement un rêve, le rêve le plus bizarre qu'elle ait jamais fait.
Ce whisky écossais ne me réussit pas, mais c'est vrai qu'il n'y est pas allé de main morte. Un tiers de la bouteille. Pierre va être furieux. Cela dit, cette sieste m'a fait du bien. Avec un soupir d'aise, Aurélie s'apprête à passer une soirée tranquille. Les enfants sont avec leurs copains. Ils ont prévu de manger des pizzas devant un film chez les parents d'Alexis après la chasse aux bonbons. Tout à l'heure, ils rentreront heureux avec des sacs débordants de sucreries qu'ils mangeront avec elle en lui racontant leur Halloween. Une soirée entière pour écrire, une soirée rien qu'à elle. Elle s'installe devant l'ordinateur en enfonçant sur sa tête ce vieux chapeau tarabiscoté qu'elle adore et qu'une femme lui a offert quand elle était petite, un soir d'Halloween, celui où elle a trouvé sa vocation. C'est pour ça qu'elle aime autant cette fête. Ce sera ton chapeau d'écrivaine, lui avait chuchoté la dame. J'adore Halloween. C'est ce qu'Aurélie Stinger s'est répété toute la journée. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie par avance de liker, partager, commenter et de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite.